Bonjour Roland, bonjour Pascal. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. Je vous ai chacun déjà reçu dans ce podcast. Toi, Roland, c'était dans le troisième épisode de Où est le bon. Tu as fondé les Maîtres de Montmoulin à Cucugnan. Tu as aussi créé l'école du pain vivant. Tu participes à ce que les semences paysannes des blés reviennent en force dans nos boulangeries, dans nos pâtes, etc. Et toi, Pascal, tu as inventé une façon de cultiver, d'être maraîcher, mais aussi d'interagir avec les plantes et les graines, tout à fait singulière, parce qu'en fait, tu n'arroses pas les plantes que tu fais pousser, les légumes que tu fais pousser, tout simplement parce qu'en fait, tu avais cette contrainte-là sur ton terrain et tu ne leur donnes aucun intrant non plus. Pareil, on avait déjà enregistré un épisode, c'était le numéro 8 de Où est le bon. Je partage avec vous les liens de ces deux épisodes dans les notes de celui-ci. Et j'invite celles et ceux qui n'auraient pas encore écouté vos podcasts à le faire. Vous réunir aujourd'hui, pour moi, c'était évident en fait qu'il fallait le faire. Les semences maraîchères libres qui rencontrent les semences céréalières libres, c'est quand même un combo de rêve. Alors, vous savez, dans ce podcast, ce qu'on fait, c'est finalement qu'on se questionne. Qu'est-ce qui est enviable? Qu'est-ce qui est désirable? Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est bon? Et en fait, l'idée, c'est vraiment de nous mettre en mesure chacun, à notre niveau, là où on en est, etc., de pouvoir faire les meilleurs choix et en fait, surtout les choix qui nous ressemblent, qui font sens par rapport à là où on en est aujourd'hui de notre envie de participer à quelque chose qui cesse d'aggraver les problèmes quelque part. En connaissance de cause, finalement, en tout cas en connaissance de cause sur l'essentiel au moins. Et c'est aussi ce qui m'a poussé à créer ce podcast, Où est le bon, de me rendre compte à quel point cette question aussi simple que qu'est-ce qu'on mange ce soir, elle était devenue finalement à mes yeux, depuis que tous ces sujets me passionnent, mais vraiment une question fondamentale en fait. On ne se rend pas compte à quel point quand on a le choix, en tout cas quand on a ce luxe de pouvoir choisir ce qu'on veut manger, eh bien la réponse qu'on va y apporter, elle va mettre en œuvre en fait et en cascade plein de choses. Et finalement, quand on va répondre à cette question par des actes, quelque part, ça concerne un peu notre avenir à tous, quoi. Parce que ce sujet de l'alimentation, c'est un peu la pierre angulaire. Il touche à tout ce à quoi on doit prendre soin aujourd'hui, à la fois la biodiversité, le climat. Alors voilà, c'est facile de s'alarmer, de pratiques, de caricaturer les débats, etc. On va pas ici nourrir ce qui pose problème. En revanche, j'aimerais que dans cette discussion, on mette plutôt la lumière sur les alternatives. Et vous faites éminemment partie, toi Roland, comme toi Pascal, de justement ces alternatives fertiles auxquelles voilà, il faut qu'on soit de plus en plus au contact, je crois. Et j'aimerais bien qu'on ait ensemble une conversation très terre à terre en fait, accessible pour tout un chacun. Même les plus néophytes d'entre nous, parce que je suis pas du tout une spécialiste, mais justement pour qu'on puisse vraiment voir à quel point on peut faire des choix essentiels quand on peut, que tout ça c'est quelque part à notre portée, mais qu'il faut effectivement quand même avoir quelques petits points de repère que vous allez partager avec nous ensemble aussi. Vous qui êtes justement en fait ces artisans, pour moi en tout cas, du bon, vous redonnez la place au vivant dans notre assiette. Votre credo c'est vraiment nourrir sainement les gens en fait, nous tous. Et en plus au passage en faisant ça, eh bien vous régénérez les sols, vous les rendez un peu plus productifs quelque part, parce qu'en fait finalement vous faites avec les lois biologiques de notre planète et pas contre la vie. Donc vous participez aussi à la libre évolution des graines. Et tout ça en fait en observant et pas en intervenant tant que ça. Alors on va peut-être en parler, mais d'une intervention peut-être plus par l'intention, mais pas par quelque chose qui vient dominer, en tout cas avoir une notion de contrôle. Au contraire, en fait, vous ne retirez aucune capacité aux plantes et on va parler de tout ça, c'est vraiment passionnant. Comment on fait et on en a déjà parlé chacun dans nos interviews en commun, mais là que vous êtes aussi ensemble, qu'on a passé ce moment tout à l'heure à découvrir, toi, comment on appelle ça? C'est une ferme? On peut dire que c'est une ferme complète, parce que bon, on fait bien sûr les légumes, les semences de légumes, mais on fait aussi du fourrage, les vaches, des brebis.
On fait le compost, le fumier, tout. Ouais. Plus les arbres, les forêts. Toi, quand tu es arrivé ici, là, Roland, tout à l'heure, il y a des choses qui t'ont marqué, parce qu'on entend parler de Pascal. Toi, tu connaissais Pascal De réputation, de tout ce que j'avais pu en voir, en écouter, en lire. C'est un personnage, quand on fait en plus ce que nous cherchons à faire nous, c'est un personnage qui est forcément fascinant. Voilà. Parce que, bon, c'est sûr qu'on peut difficilement faire de similitudes entre la gestion de semences potagères et de semences de blé, de grande culture. Mais néanmoins, ce qui est très intéressant, voilà, c'est pour ça que nous, on ne se comparera pas, et surtout pas, je n'aurais pas la prétention de dire qu'on fait quelque chose de similaire à ce que fait Pascal. Non, mais vous travaillez quand même beaucoup ces semences paysannes. Oui, bien sûr, mais on est sur un truc de dingue, quand même. de la semence qui n'a pas été obérée par, dans ces processus d'évolution et j'allais dire, de réviviscence, de vivacité, d'évolution, de coévolution, etc., en fonction de tas de paramètres écosystémiques, le sol, la microbiologie, la ressource en eau et tout ce qu'on veut. Mais on fait un travail qui est beaucoup, beaucoup moins pointu que ce que pu faire Pascal, ce que fait Pascal, quoi. Voilà. Nous, on fait beaucoup d'observations. On les fait sur des parcelles dédiées, des lieux dédiés qu'on appelle prétentieusement des stations agronomiques, c'est-à-dire que c'est juste fait pour y gérer la semence, c'est pas fait pour y gérer de la production que l'on va récolter, commercialiser, etc. Mais on fait des observations, voilà, c'est aussi, ça demande une grande scrupulosité, etc. Mais il y a... Avec l'objectif de, tu vois, enfin, c'est quoi qui t'anime dans tout ça? Il y a plusieurs choses. Ça, c'est une question, c'est un ensemble de questions que j'aimerais justement qu'il soit possible de débattre un petit peu avec Pascal. C'est quelles sont les critériologies que nous retenons pour justement nous intéresser aussi fortement à ce type de semences. C'est-à-dire, par exemple, tout à l'heure, j'avais une question que je me suis dit je vais la réserver pour quand on sera en enregistrement. Est-ce que la notion du goût, voilà, de la puissance aromatique et de la satisfaction du consommateur qui a ce produit-là, qui dit waouh, parce que surtout qu'on connaît beaucoup Pascal pour les tomates. Oui, mais ça excuse-moi, ouais, vas-y. C'est pas du tout de mon fait, ni parce qu'on cultive plus des tomates qu'autre chose, mais c'est parce qu'en fait, surtout maintenant ça commence un peu à changer, mais il y a 20 ans par exemple, les gens savaient toujours comment faire pour manger des tomates, mais tu leur donnais des légumes, tu leur donnais des navets, des courges, n'importe quoi, ils ne savaient pas quoi en faire. La plupart des gens ne savaient même plus comment cuisiner ou manger un légume. Ouais. Tu vois ? Donc forcément, ça intéressait quasiment personne. Et les gens, ils s'intéressaient quasiment qu'aux tomates. Donc forcément, même si la moitié de ce que je plante chaque année, c'est pas du tout des tomates, c'est des tas d'autres légumes. Si les gens ne s'intéressent qu'aux tomates, ils parlent que des tomates. Mais c'est pas de mon fait. Mais ces tomates, elles ont un goût. Alors moi, du coup, les Oui, dernières... alors pour cette question-là, c'est pas compliqué. Moi, j'ai toujours reproduit des variétés que j'aime manger. Forcément, c'est les meilleures. Ouais. Parce que si j'aime pas les manger, j'ai pas trop envie de les reproduire ni. Oui, mais ça tient bien, ça tient la route. On dit souvent aussi que si tu vois un super chef, un super restaurateur, et qui visiblement il n'aime pas trop lui-même ce qu'il veut te donner à manger, il y a de fortes probabilités pour que tu te régales pas vraiment, quoi. Bah oui. Hein. Quand tu vois un restaurateur ou un pâtissier que visiblement il aime beaucoup ce qu'il fait, il y a de fortes chances que, puisqu'il l'aime beaucoup, il a développé par itération successive qu'il l'aime de plus en plus. Donc autrement dit, il est arrivé à des résultats qui vont finalement un petit peu te toucher aussi, quoi. De toute façon, autrement, c'est juste un technicien, c'est pas du tout un grand chef. Exactement. Hein. Et après, je pouvais aussi dire autre chose, c'est qu'en fait, parce que moi, il y a à peu près 40 ans, j'ai commencé à vouloir faire en sorte que les plantes apprennent à résister aux maladies par elles-mêmes. Alors j'ai fait ça a marché. En fait, je me suis rendu compte après, ce sont aussi toutes les propriétés nutritionnelles des plantes
Et justement, les propriétés nutritionnelles des plantes, entre autres, c'est ça qui leur sert de système immunitaire. En fait, les plantes n'ont pas un système immunitaire comme les animaux ou les humains. Ce qui leur sert de système immunitaire, c'est les vitamines, les antioxydants, les polyphénols principalement. Et du coup, plus elles développent ça, plus c'est intéressant nutritivement pour ceux qui les mangent. Et en même temps, en fait, il y a toujours une corrélation étroite entre la valeur nutritionnelle et le goût. Toujours. Donc plus une plante va résister par elle-même aux maladies, plus le goût sera développé, en fait. C'est quand même merveilleux. Parce que, tu vois, de découvrir qu'en fait, le fait de stimuler son système immunitaire, c'est justement ça qui va nous régaler. C'est quand même une loi assez fantastique qui aurait pu ne pas être celle enfin, tu vois, on aurait pu ne pas observer ça, quoi. Qui est une loi de la nature, si je puis dire, qui a été oubliée un peu au bord du chemin, hein, parce que si on remonte au fondateur de la médecine occidentale, ce cher Hippocrate... Ce que tu manges, c'est le premier des médicaments. Voilà. Mais bon, à part ça, dans ce que je racontais là, c'est pas toujours vrai. La nature ne fait pas toujours les choses dans ce sens-là. Et pour te donner un exemple, tu prends des laitues sauvages et des laitues cultivées, ou certaines laitues sauvages qui sont bonnes à manger. La plupart des laitues sauvages sont absolument dégueulasses, immangeables. Et bien même les limaces ne les mangent pas. Alors que celles que nous on aime, les limaces les adorent. Donc en fait, la faculté de résister, que ce soit des prédateurs ou des fois des maladies ou quoi, n'est pas toujours liée au goût qui nous correspond à nous. Ah oui, bien sûr. Mais c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant, c'est que, bon, parce qu'il faut savoir aussi que les choses, c'est que moi, j'ai jamais eu de théorie que j'ai développée. Jamais. J'ai toujours fait les choses, et c'est après parce que ça marchait, et que j'ai fait les choses par intuition, si tu veux. Ou en moitié par observation, reproduction de ce que j'observais dans la nature, et à moitié par intuition. Et c'est après parce que les gens me disent « mais comment tu fais ça? Comment ça marche ?» machin. Après je me disais « ah ouais, oui, tiens, c'est vrai, comment ça marche ?» Et après je me mettais à réfléchir pour pouvoir répondre aux gens. Mais j'ai pas fait l'inverse, de faire des théories et d'essayer de les appliquer. En fait, je suis jamais parti d'une idée. Je suis toujours parti de la pratique. Est-ce que tu peux nous raconter, par exemple, ce que tu as observé là? Tout à l'heure, quand on se baladait, tu nous disais, oui, j'ai planté là des haricots verts. Et en fait, tu t'es rendu compte que quand tu les avais plantés, il y en avait un tous les je sais pas combien. Parce que ça, c'est un exemple de quelque chose qui a surgi et que tu as expliqué après. Puis après, Roland, toi, tu as dit, mais oui, ça aussi, on l'a dans les céréales, etc. Donc, c'est peut-être un exemple parce que pour les gens qui nous écoutent, peut-être que tu vois, c'est important d'avoir juste un exemple sur quelque chose de concret pour se rendre compte de comment tu fonctionnes par rapport à non pas une idée, mais vraiment la pratique. Parce qu'on n'est pas du tout tous dans les... Oui, là ça fait 20 ans qu'on plante à Olmet dans des terrains, c'est des terrains de garrigue où il ne pleut pas en général pendant 6 mois. Il y a même des années, là, il n'a pas plu pendant 8 mois. Et on n'a pas d'eau pour les arroser non plus. Enfin, on a un tout petit peu d'eau, mais pas de quoi arroser des champs. On aurait de quoi arroser 2000 mètres carrés et pas 10 hectares, quoi. Mais oui, donc, cette variété de haricots verts, parce que d'année en année, il fait de plus en plus sec et de plus en plus chaud. Et là, depuis quelques années, j'ai trouvé au milieu des autres plantes, des plantes qui n'étaient plus du tout de la même variété. C'était des haricots semi-grimpants qui faisaient des grains tout blancs. Et des haricots, au lieu de faire des haricots verts, c'était bien sûr, ils étaient verts avant d'être mûrs, mais il y avait des fils dedans, alors que les haricots Cotander qu'on cultive, il n'y a pas du tout de fils. Et au début, pendant plusieurs années, je me suis dit, ils ont dû se croiser avec une autre variété pour que ça fasse ça. Sauf que je ne comprenais pas comment c'était possible, puisque presque à 800 mètres, il n'y a pas d'eau, et encore c'est de l'autre côté d'une montagne, il n'y a pas d'autre variété. Donc je me suis dit, je ne comprends pas. Et au bout de plusieurs années, je me suis dit, je vais quand même tester quelque chose. Comme on a depuis quelques années des terrains en haut de la montagne où là il fait beaucoup plus humide et beaucoup plus frais, je me suis dit, le même lot de graines qui fait ça, je vais le planter en haut de la montagne où il fait beaucoup plus humide et beaucoup plus frais. Et là, ça m'a fait à 100% que des haricots verts Cotander. Et pourtant, c'était le même lot de graines, c'est d'ailleurs le même seau dans lequel j'ai pris les graines pour les semer. Parce que ces haricots-là, ils aiment bien l'eau, en fait. Ils ont besoin, c'est pour ça que là-haut, ils étaient bien, en fait. Oui.
Enfin, en tout cas, une certaine fraîcheur, même si ça pousse en été, il faut qu'il fasse chaud, mais enfin, l'idéal pour les haricots, c'est qu'il fasse 25 degrés, par exemple, mais pas à 45. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, eh bien, non, ils ne se sont jamais croisés avec une autre variété. C'est simplement que pour s'adapter à cette sécheresse et à cette chaleur qui était sur les terrains en bas, eh bien, ils sont revenus à ce qui était un de leurs ancêtres ou leur ancêtre originel des haricots sauvages, que je ne me rappelle plus le nom, il y a un nom pour ces sortes d'haricots. Ça peut se cultiver pour faire des trucs comme des haricots secs ou presque du soja, quoi. Hein. Voilà. Et ça redonne ça. Mais en fait, ils ont changé leur génétique quasiment, on peut dire, au cours de leur vie, quoi. D'ailleurs, il y a d'autres plantes qui sont capables de changer leur génétique au cours de leur vie. Comme les cactus, par exemple, où moi j'ai constaté ça sur des rhubarbes aussi, hein, ou des fraisiers qui ne font pas de graines et qui se multiplient par stolon. Ben, ça fait une tige qui fait un autre petit fraisier, comme un clone, et qui fait des racines plus loin, comme les ronces aussi. Mais les ronces elles peuvent faire des graines aussi et se multiplier par graines. Mais en général, la tige de la ronce va se planter dans la terre, fait des racines, et ça refait un autre pied de ronce. C'est pareil que les fraisiers. Et ça, c'est un petit peu, Roland, il peut se passer ces mêmes mécanismes dans les céréales, un petit peu ou Oui, il y a des choses qui sont assez ressemblantes, on va dire. On a les traits génétiques des ancêtres qui apparaissent sur une part du semis, et il faut y prêter grand soin pour ne serait-ce que garder une espèce de véracité du propos commercial. Quand on dit qu'on commercialise une variété, c'est quand même embêtant si 60, 70 ou 80% de la variété n'est pas celle qu'on dit commercialiser. Donc ça, là-dessus, nous, on est assez drastique. Puis ça repart, ça rejoint tout à fait le propos tout à l'heure, où dans la particularité dans ces végétaux, c'est que la couleur, c'est le nutriment, et le nutriment, c'est le goût. Donc la couleur, c'est le goût. Voilà. Il faut que quand on a dans les noms vernaculaires de ces blés, c'est-à-dire les noms communs, quand on appelle la touzelle rouge de la Drôme, par exemple, ou la touzelle blanche de Nîmes, ou la pétanière le noir de Nice, etc., ou le rouge de Bordeaux. Quand on dit qu'il y a une couleur, c'est quand même bien si on la retrouve dans le champ, quoi. Voilà. Si on a de la pétanière le noir de Nice et qu'on se promène au bord du champ et qu'on voit rien de noir, il y a quand même un petit souci. Voilà. Et donc, on est très vigilant à essayer d'observer ça, et puis d'être constamment dans la régénération continue de la semence. C'est-à-dire de reprendre, même au bout de la 5e année où on multiplie une semence, une sélection positive dans un champ, parce qu'on a des individus qui correspondent bien au caractère visuel que l'on veut avoir, et redémarrer une année de multiplication 1 avec, pour les remultiplier celle-là, etc. C'est pour ça que c'est un enchevêtrement permanent de tous ces processus de sélection positive, négative, massale, etc. sur ces blés, et de les observer. Et cette année, on a à peu près 150 variétés qui sont en terre, et il y en a, on va dire, une trentaine qui sont vraiment en grande culture pour faire du blé qui va être consommé à partir d'octobre de cette année jusqu'à un an ou 2 ans, les 2 ans qui suivent. Mais on a aussi beaucoup de variétés qui sont en observation, en multiplication, en régénération, en sélection, etc. Parce qu'il y a un paramètre que, à mon avis, tu ne tiens pas compte du tout, et que, en fait, très peu de gens en ont entendu parler, mais en fait, tout le monde peut, si on regarde bien, tout le monde l'a observé sans comprendre ce qu'il observait. C'est qu'en fait, les plantes, quand elles comprennent que c'est un animal qui les aide à se reproduire, ou un groupe d'humains, ou un humain en particulier, elles vont tout faire pour faire plaisir, pour répondre au désir de la personne, du groupe d'humains ou de l'animal qui va les aider à se reproduire. Il y a une complicité. Oui, non, parce qu'en fait, tous nos botanistes, par exemple, depuis plus de 50 ans, ont bien compris que les plantes font des fleurs spécialement pour se faire féconder par tel papillon ou tel insecte. Elles vont faire des fleurs avec les couleurs qui plaisent à cet insecte, les odeurs, tout, tu vois, pour faire plaisir à cet insecte. Parce qu'elles ont besoin de lui pour se reproduire. Parce qu'il y a 2 choses que les plantes ne sont pas capables de faire. C'est de faire l'amour, puisqu'elles ne peuvent pas bouger. Donc elles ont besoin soit du vent,
soit des insectes ou des papillons ou même des colibris. Et puis la deuxième chose, c'est que, par exemple, tu prends une plante comme un cerisier, ça fait des milliers de cerises. Ça n'intéresse pas du tout le cerisier que tous ces noyaux tombent à ses pieds. Il n'y a pas la place pour des milliers de petits cerisiers poussent à ses pieds. Ce qui l'intéresse, c'est de faire une bonne chair autour. Là, le cerisier, il a fait une stratégie très large, parce que les cerises, ça plaît aussi bien aux oiseaux qu'aux renards, qu'aux humains, qu'aux ours, enfin, même aux vaches ou aux chèvres, à toutes les bêtes. Donc, le but, c'est que les bêtes mangent et avalent le noyau et aillent les chier plus loin. Et toutes les plantes ont besoin que leurs graines soient disséminées. Donc, quand une plante comprend que c'est particulièrement, par exemple, les ours qui vont aller manger les pommes et chier leurs pépins plus loin, eh ben, elles vont tout faire pour faire plaisir aux ours. Qui aiment le sucré. Voilà, ils vont tout faire pour faire plaisir aux ours. Quand c'est un humain ou un groupe d'humains, ils vont tout faire pour répondre aux désirs et aux rêves de cet humain ou de ce groupe d'humains. Et ça, c'est un truc qu'on ne tient pas compte, parce qu'en fait, dans tout ce qu'on peut dire, la faculté d'adaptation génétique et tout ça, il y a tout ce qui relève de l'épigénétique et tout ça, mais on peut dire que ça correspond à 60-70%. Et il y a au moins 30% qui relèvent de tout à fait autre chose, qu'on n'a pas de preuves vraiment matérielles, mais en fait, c'est peut-être plus explicable avec la physique quantique ou je ne sais pas, des trucs comme ça. En tout cas, c'est pas explicable avec la biologie et la génétique. Mais c'est tout à fait réel. Ça existe et on peut le constater tout le temps. Les plantes vont vraiment tout faire pour répondre aux rêves et aux désirs de ceux qui les aident à disséminer leurs graines. Donc en fait, il suffit que tu rêves de quelque chose, que tu en aies vraiment envie, et les plantes vont tout faire pour répondre à ton désir, sans que tu sélectionnes particulièrement quelque chose. Oui, mais alors on n'a pas ça de manière continue, je dirais, égalitaire chez tout le monde, mais on a quand même quelques personnes avec qui on travaille qui sont même, alors qui sont plutôt prosaïques, factuels, très pragmatiques, etc., dans des propos et dans des attitudes et des pensées par rapport à ce que moi j'appelle la mystique de la graine, c'est assez troublant. C'est assez troublant. Ouais. C'est dingue. C'est dingue parce que c'est beau en fait. Oui, on parle d'intention aussi. C'est-à-dire que, et surtout au moment des semis, d'accompagner le geste, l'auguste geste du semeur d'une puissance de l'intention, donc d'être très concentré dans l'intention. Même d'ailleurs sur un tracteur avec un semoir. Il y a toujours ce geste à moitié tourné, à regarder si tout va bien derrière, etc. Et de communiquer des fois avec la personne qui est sur le semoir derrière, mais pour être très concentré dans un flux de pensée extrêmement concentré pour quelles sont les intentions qui accompagnent ces plantes qui sont semées en terre. Pour moi, la semence, c'est un enjeu absolument majeur, qui est même en lien, je dirais, soit avec notre déterminisme, soit notre conscience, voilà, très, très indicateur parce que si on les subit, les choses, c'est exactement le déterminisme, suivant Spinoza, et d'ailleurs pour lequel après la conscience devient une forme d'anecdote quand même. Voilà. Or, dans le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, dans l'espace-temps dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, que nous reprenions lien avec notre conscience est absolument crucial. Il faut qu'il y ait une chance de faire tout ce qu'on peut faire pour, en gros, qu'on s'en sorte, si je puis dire. Ça passera par le fait de réveiller et de se reconnecter à notre conscience. Pour moi, la semence est exactement entre ces deux mondes, c'est-à-dire, est-ce qu'on n'en sait rien, on ne s'en préoccupe pas et on ne sait absolument rien de ce que l'on mange. On achète un pot de confiture, bon, il y a marqué dessus confiture de figue, mais on ne sait même pas d'où vient cette figue, on ne sait pas où elle a poussé, et surtout on ne sait pas son identité, on ne sait pas son caractère, même on ne le voit plus si c'était une figue violette, une figue blanche, etc. etc. Et il y a quelque chose là-dedans qui pour moi est terrible, parce qu'en fait, dans les fameuses homonymies linguistiques, il y a un truc qui n'est pas du tout lié au hasard, c'est que si le mot culture
est le même pour parler de la culture des hommes et de la culture des champs, c'est dû à tout sauf au hasard. Et en fait, les deux sont imbriqués. Ces deux mots sont chaînés en termes de linguistique. Moi, il y a un mot que je me suis posé la question, c'est le mot humain et humus. Et j'ai demandé à un gars, un copain qui est professeur de langue ancienne, et il m'a confirmé, d'après lui, que même dans les autres langues, c'est pareil, c'est les mêmes. Je pense qu'il y a des grandes similitudes, oui. Humain, humus, humanité, humilité, c'est le même mot. Hein? Les mots se sont créés petit à petit, donc ça veut dire qu'à un moment donné, on a une ressource originelle qui est un mot unique pour dire tout ça à la fois. Et humain, ça veut dire fait d'humus, littéralement. Donc si on oublie ça, je pense qu'il y a grand souci. Et les mots sont chaînés. C'est-à-dire que si on jette l'humus par-dessus bord, il suffit de regarder le lit de la Garonne qui transporte tout l'humus des terres en amont, vers l'embouchure de la Garonne, pour comprendre qu'on met l'humus à la baille. Et si on met l'humus à la baille, on met l'humain. Et si on met l'humain, on met notre humanité, on met notre humilité, etc. Si nous ne reprenons pas pied avec nos arrogances, de croire qu'on est une espèce hors des autres et que nous, on est là pour dominer tout le monde de la tête et des épaules et faire exactement ce qu'on veut, comme on veut, pour nos intérêts personnels, ben de toute façon, il y a de fortes chances que si on a donc perdu cette humilité-là, on va perdre notre humanité et on perd notre humus. Les choses sont liées. Et quand on déculture la nourriture des hommes, on déculture les hommes. Voilà. S'il y a un haricot de Paimpol et un haricot du Tarn, Bernay par exemple, s'il y a deux haricots différents, et ils charrient tous les deux, dans leur patrimoine génétique, ils charrient la culture des hommes. Et si on n'en a rien à foutre, si on n'y pense pas, eh bien on est donc dans un déterminisme qui nous vient, mais pas par notre propre conscience, et pas par notre propre volonté, pas par notre propre liberté de penser. Et donc ça veut dire qu'on détruit le propre de l'humain, qui est en capacité quand même extraordinaire, grâce à un organe qu'il a, qui est juste fabuleux, qui est le cerveau. Voilà, de quand même ressentir tout ça et vivre avec, etc., et le perpétuer pour les générations futures, etc. Et donc on se déshumanise, on devient une espèce de machine, de truc, de bidule, de robot humanoïde, où on peut parler de mutant. La mutanisation est un procédé qui a commencé il y a bien longtemps, ou de zombification, pire encore, on croit qu'on est vivant, mais en fait on est mort, quoi. On est déjà mort. Oui, hein. oui. Voilà. Bah, de toute façon, si tu regardes la définition du mot vivant, c'est quoi la définition? Il y en a une seule. En fait, c'est pas que ça bouge ou machin ou quoi, c'est la faculté de s'adapter. Et en fait, quand tu vois des gens, certaines personnes qui sont absolument incapables de s'adapter, c'est des morts vivants, quoi, hein, des morts en sursis. Ce que tu dis, des zombies. Oui, et ça fait des ravages. Voilà. Et donc, il faut repartir à fond vers le fait que la semence soit le point de départ de ce qui incarne tous les éléments culturels qu'on veut, avec lesquels on veut nourrir les hommes et nourrir la culture des hommes. Voilà. Donc c'est pour ça que pour nous, la semence, c'est un sujet absolument crucial qui doit relever d'un débat. On doit chacun savoir exactement non seulement ce que l'on en pense, mais surtout ce que l'on en ressent, ce que l'on en vit. Est-ce que ça nous touche? Est-ce que ça nous émeut? Est-ce que ça nous fait rêver? Est-ce que ça nous fait nous mettre en capacité même de nous mettre en colère, d'être prêt à nous battre? Parce que si on nous spolie de ce patrimoine-là, il faut comprendre qu'on nous spolie d'énormément de choses. Et même certainement, moi je vais assez loin dans mes propres perceptions des choses, mais qui n'engagent que moi. Mais par exemple, quand je m'intéresse par exemple à un ethnobotaniste extraordinaire qui a vécu au XXe siècle, qui s'appelait Nikolai Vavilov, qui a été assassiné par Staline en 1943. On l'a fait mourir de faim. Et cet homme était arrivé à monter tout un tas d'opérations, au départ grâce à Lénine, pour aller préserver, relever, échantillonner 343 000 variétés d'espèces végétales dans le monde, avec 680 botanistes, etc. Il a fait un travail extraordinaire. Je suis absolument persuadé que ces gens-là, cette personne par exemple, il y a une forte probabilité pour qu'un jour il y ait une part du monde qui puisse se nourrir parce que ces gens-là ont fait ça. Voilà. Je suis absolument persuadé, alors je ne vais pas dire ça devant Pascal, mais que ce qu'il fait par exemple sur les semences qui sont les siennes participe d'une très forte évolution de la probabilité d'avoir une résilience alimentaire demain,
une autosuffisance alimentaire qui est quand même la base, je dirais, de la stabilité sociale, parce que quand les gens ont faim, ils sont prêts à tout. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça, parce que moi, au départ, j'avais même interdit à Rachel de faire le site internet pour vendre semences, tu vois. Parce que moi, l'argent, en fait, ça m'est complètement égal. Tout ce que je voulais, c'est être tranquille, m'occuper de mes enfants et mes jardins. Mais comme j'ai quand même réfléchi qu'en fait, une des seules solutions pour que le monde n'évolue pas en guerre civile mondiale, c'est de faire ce qu'on fait, de faire des semences adaptées. C'est une évidence. Des semences adaptées au changement climatique, aux sécheresses, au manque d'engrais, parce que par exemple le phosphate, les mines sont quasiment vides, il n'y en aura plus. La seule solution, c'est qu'on fasse ce qu'on faisait, ce que je faisais, qu'on le fasse à plus grande échelle. Et je ne vois pas, mais ça n'engage que moi, Pascal va dire lui exactement ce qu'il en pense, je ne vois pas même les meilleurs ingénieurs, les meilleurs chercheurs en génétique, etc., être constamment en train de recréer des semences adaptées à une période donnée, à un lieu donné, etc. Il faut revenir à des ressources génétiques qui sont capables de auto-gérer, si je puis dire, auto-adapter leur propre évolution, et donc d'avoir des semences qui soient extrêmement réactives, très rapidement, à être dans un cycle végétatif donné, en capacité à modifier des choses dans leur épigénétique, etc., pour que la génération d'après soit encore plus adaptée à des résiliences sur du stress hydrique, etc. Donc pour moi, c'est une question de salut public, et c'est pour ça que moi je suis très heureux, et j'ai dit de suite oui à rencontrer Pascal, parce que pour moi, c'est une des figures de proue du sujet, quoi. Voilà. Ces notions d'avoir des semences qu'on aime plus que soi-même, parce que c'est tout l'intérêt des semences de Pascal, c'est leur capacité à s'adapter, la capacité à évoluer, etc. Parce que j'ai souvent dit à propos de Pascal cette expression, c'est un peu... c'est un éducateur de semences, presque. On sent qu'on a des enfants qui ont des capacités sur un sujet donné, par exemple, qui a une oreille absolue, qui te prend un violon, il n'y a pas de case pour mettre le doigt sur le violon, c'est tout à l'oreille qu'on dirige son petit doigt, là, etc. Et tu sens qu'il sort de suite la bonne note, l'enfant, tu vas le pousser à essayer au moins, tu vas lui acheter un violon. Tu vas au moins lui acheter un violon. Et tu vas lui trouver du temps pour qu'il puisse un peu en jouer, etc. Bon voilà, tout le jeu, moi, que j'ai compris que fait vis-à-vis de ces semences, c'est leur laisser cette liberté, et de les éduquer pratiquement, de les entraîner aussi à de dire, voilà, parce que si on met les semences dans des endroits extrêmement confortables, où il y a tout qui va bien, il y a le soir, il y a le petit arrosage automatique, etc., pourquoi elles se fatigueraient à aller développer leur propre résilience, leur propre faculté par exemple de pharmacopée pour se défendre contre telle ou telle prédation, entre guillemets, d'une moisissure ou j'en sais rien, etc. Et donc c'est super intéressant, parce qu'en plus, ça fait qu'on a des produits qui, en plus, ces éléments de pharmacopée qu'ils ont chargés, si je puis dire, qui sont exprimés, nous on va s'en nourrir. Bien sûr. On va s'en nourrir, et il y a des éléments de pharmacopée comme des antioxydants qui vont jouer exactement à quelque chose de près le même rôle pour notre métabolisme que celui qu'elles vont jouer pour le métabolisme de la plante. C'est d'une beauté inouïe si on réfléchit bien. Et face à cette analyse, face à ce positionnement par rapport à cette beauté, je crois que ça s'appelle Où est le beau, c'est pourquoi nous sommes... où est le beau, il est là-dedans. Alors voilà, on vient d'ouvrir une fenêtre là, de voir où il est le beau. C'est d'une beauté inouïe. Et donc, je pense que tout autant qu'on va parler de choses d'actualité le soir avec ses amis, sa famille, à un repas, on peut très bien essayer de discuter, de savoir comment chacun se positionne par rapport à ça, et qu'est-ce qu'il en ressent. Et qu'est-ce qu'il a d'actif dans sa petite conscience pour dire « Ah oui, ça me touche, oui, ça, je... » Voilà. Et en gros, faire un acte politique qui est de dire « je vais me débrouiller pour que mes enfants, les gens que j'aime, etc., mangent ça. » Voilà. Donc, où je le trouve, comment je le fais, comment je peux apprendre à le faire aussi. Voilà, parce que c'est tout le métier. Voilà, donc nous, c'est la première année aussi où on va commercialiser nos semences même au grand public pour des gens qui veulent faire un petit peu de blé dans leur jardin, voilà, ne serait-ce que même pour faire des bouquets de blé, c'est magnifique, hein, voilà, de ce vase si beau là, il pourrait y avoir un bouquet de blé là au milieu, magnifique, des blés de toutes les couleurs, voilà, et de se dire, voilà,
je vais m'intéresser à avoir ne serait-ce que 3 ou 4 pieds de tomates pour apprendre à comment les faire naître, comment et quand. Et quand, ouais. Voilà. Et je pense que bon, s'il y a une belle issue à ce que nous sommes en train de faire là ensemble, là, avec ces microphones qui nous enregistrent, c'est de susciter l'appétence chez les gens de s'engager sur ces chemins-là, qui sont à la fois beaux, enthousiasmants, parce que c'est vrai que le geste de couper une tomate, de lui mettre un filet d'huile d'olive dessus, un peu de fleur de sel, un petit coup de moulin à poivre, c'est simple. Ah oui, mais moi, je mange les tomates quand il n'y a pas besoin de mettre ni de l'huile, ni du sel. C'est comme un fruit. Voilà. Moi, je suis du pays de l'huile d'olive. Ah oui, non, mais l'huile d'olive, moi, je le mets dans les pâtes. Ouais. Mais on a perdu un peu le goût aussi. Enfin, si tu veux, c'est référentiel. Moi, quand j'ai goûté, quand je suis venue pour t'interviewer la première fois, tu m'as fait goûter tomate, melon et je sais plus. Mais en fait, j'avais même l'impression qu'il fallait que ça ait un autre nom, que c'était même pas une tomate, tellement ça ne ressemble à rien de ce que mon palais a déjà goûté, si tu veux. Mais presque, il faut le vivre pour le croire, tellement c'est inédit. Toi, tu as l'impression, Pascal, que c'est parce que depuis toujours, mais nous, en tout cas, des personnes qui se remettons un peu, qui essayons de se remettre au contact Une fois, il y a des gens qui sont venus pour faire des tests de dégustation d'anciennes variétés, tout ça. Ils sont venus chez nous et ils ont amené des tomates hybrides pour comparer. Hein. J'ai fait l'effort de goûter pour comparer, quoi. Mais ça faisait peut-être 30 ou 40 ans que je n'avais jamais mangé. Hein. Et puis encore, il y a 30 ou 40 ans, ils ne devaient pas avoir le goût qu'ils ont aujourd'hui. J'avais jamais mangé d'hybride. Vraiment, quasiment. J'ai mis ça dans ma bouche, j'ai goûté, j'ai dit, mais ça, on dirait qu'on mange une sorte de chaussure avec un goût de médicament. Et alors là, ils m'ont expliqué, ah oui, mais c'est normal parce qu'en fait, on les ramasse pas mûrs, et d'ailleurs, ils mûrissent pas parce que les gènes sont trafiqués, c'est en moitié OGM, et du coup, les enzymes qui dégradent les sucres n'existent pas dedans. Et après, on met une molécule qui s'appelle de la cadavérine, et qui est extraite des cadavres, d'ailleurs, à l'origine en tout cas, même si maintenant c'est peut-être de synthèse, mais sur toutes les tomates qu'on trouve dans les supermarchés, il y a de la cadavérine dessus pour que ça fasse un semblant de mûrissement. Ça laisse sans voix, parce que c'est plus que dire, là. Qu'on en soit... Voilà. Comment on en est arrivé là, tu vois, c'est ça. Mais tout est lié, en fait. C'est ça, mais moi, on le voit tout... Enfin, voilà. Que ce soit dans plein de sujets, moi, je vois que c'est possible. C'est juste que souvent, on ignore que ça existe, on ignore que c'est possible, on ignore comment. Et donc, comme, en fait, il n'y a que des points d'interrogation, ça suscite la peur, tu vois, on a peur du vide. Et donc, voilà. Et c'est pour ça que je trouve que libérer la parole, aller au contact de personnes qui, aujourd'hui, incarnent le fait que cette réalité-là est possible, c'est pour moi fondamental, parce que c'est ouvrir des voies, des chemins, des perspectives, des horizons qu'en fait, qu'on n'avait peut-être pas vu jusqu'à présent, mais quand on met ces nouvelles lunettes, on voit, et je pense que ça peut que, en tout cas pour celles et ceux qui ont envie, qui sont prêts, qui ont, motiver. Quand on sait qu'il y a d'autres personnes qui, sur d'autres sujets, arrivent à faire des choses qui, pour tout le monde avant, étaient genre, mais jamais de la vie c'est possible, tu y arriveras pas, ou c'est impossible, ou voilà. En fait, pas du tout. Et ça, je pense que c'est très fort, parce que on a besoin aujourd'hui d'être inspiré, tu vois, par le haut. Et je pense que c'est vraiment possible pour le plus grand nombre. Oui, c'est pas réservé à... Du pire dans un appartement avec, je sais pas moi, des bacs à légumes. Du moment qu'on a une fenêtre et un peu de soleil. Ouais, mais j'ai même vu un gars qui avait eu des très beaux plants de tomates en faisant des lampes UV comme ceux qui plantent du cannabis. Sauf que lui, c'était pas le cannabis qui l'intéressait, c'était les plants de tomates. Et apparemment, ça marchait super bien. Mais bon, il faut des lampes à UV, parce qu'en fait, ce qu'on appelle le système immunitaire des plantes aussi, tout ce qui est vitamines, antioxydants, polyphénols, ce qui sert de système immunitaire aux plantes, les plantes le développent, même si génétiquement elles ont la faculté d'en avoir un très bon système immunitaire. S'il n'y a pas d'UV, ça reste endormi. C'est pour ça que dans les serres, parce que dans les serres il n'y a pas d'UV, tous les maraîchers peuvent le voir, hein, parce que souvent ils plantent tout dans les serres et puis il leur reste quelques plants et ils en mettent dehors. Par exemple, tu plantes des choux dehors et les autres dans la serre. Dans la serre, tu es obligé de traiter pour les pucerons, c'est envahi de pucerons.
tu as beau mettre des coccinelles pour manger les pucerons, c'est toujours pareil, il y a des invasions de pucerons, ceux qui sont dehors, il n'y a rien. Et bien là, l'explication, c'est simplement que ceux qui sont dehors, comme il y a l'agression des UV, les plantes fabriquent des antioxydants et tout ça. Et elles se défendent, entre autres, contre les pucerons. Dans la serre, non, parce que tout ce qui leur sert de système immunitaire reste endormi. Et à part ça, je voulais revenir sur un truc que tu as parlé, par exemple, tout à l'heure, que quand tu fais une variété de blé, qui, par exemple le blé rouge de Bordeaux, ou le noir de, je sais pas, de Nice, Oui. Et si tu fais un champ et qu'il n'y a rien de noir ou rien de rouge, tu te dis, ben là, quand même, on ne peut pas dire que c'est du blé rouge de Bordeaux, puisqu'il n'y a rien de rouge, ou quasiment rien. Mais est-ce que tu es sûr que c'est vraiment le problème? Parce que le truc, moi j'ai eu le cas avec une variété de salade. Et une année, il y a un gars qui fait... Parce qu'à l'époque, comme on n'avait pas de site internet pour vendre nous-mêmes les semences, je produisais des semences, j'en fournissais à Germinance, à plusieurs petits semenciers en bio. Et le gars c'était Germinance, il est venu avec un gars qu'ils avaient embauché, c'était l'ancien sélectionneur de Villemorin, qui lui regardait exactement le phénotype de chaque variété et tout, de façon comme un ethnobotaniste, et qui leur disait, ben, s'il y a une plante qui n'est pas exactement le bon, comme dans une race de chien, s'il a une tache blanche là, alors qu'il n'est pas censé avoir une tache blanche là, il faut l'éliminer, voilà. Et donc, c'était par exemple les salades Merveille de Verano, qui sont une sorte de Batavia un peu rouge, légèrement rouge, mais pas beaucoup. Et il voyait des plantes dans mon champ qui étaient beaucoup plus rouges que d'autres. Alors lui, il me disait non, non. Et je lui dis mais non, hein. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Parce qu'en fait, c'est pas compliqué de savoir que la même plante de salade, selon qu'elle souffre plus de la soif, qu'elle souffre plus, qu'elle a moins à manger dans la terre, qu'il suffit qu'il y ait un rocher dessous pour que ça donne ce résultat-là, qu'elle est plus exposée aux UV, eh bien, elle va devenir, plus elle souffre de la soif, plus elle souffre de la faim, plus elle est exposée aux UV, plus elle sera rouge. Au contraire, elle est un peu moins exposée aux UV, et elle a beaucoup d'eau, beaucoup de bouffe, tout, hein, il n'y aura quasiment rien de rouge dedans. Donc, en fait, selon la terre, selon plein de choses, tu ne peux pas savoir pourquoi ton blé, ou n'importe quelle plante d'ailleurs, va arrêter d'être rouge. Mais bon, c'est pas vraiment ce que l'on voit. Ce que l'on voit, c'est apparaître des variétés anciennes, ancêtres, qui phénotypent référents, quoi, voilà. Alors que le modèle un peu dont on pourrait s'inspirer, et je crois que toi c'est aussi ce modèle qui t'inspire, c'est le modèle de la forêt. La forêt, quand on regarde dans une forêt primaire, la diversité c'est ça en fait la vie. Et puis c'est d'une beauté, on parlait tout à l'heure du goût, c'est évidemment très bon et en plus c'est sublime. Donc il y a un peu tout et on se dit c'est si simple que ça, mais c'est peut-être ça finalement qui est un peu paradoxal, c'est qu'on aimerait peut-être que ce soit plus compliqué que ça, je sais pas pourquoi on n'a pas aussi cette capacité à s'émerveiller davantage, mais il y a plein de choses qui sont là et qui sont un peu sous nos yeux. C'est une décorrélation au grand principe de la vie, c'est-à-dire c'est que l'homme perd la conscience de son propre statut d'être vivant, n'a même plus conscience d'être vivant. De toute façon, la conscience en elle-même est liée au fait de se sentir exister. Se sentir exister, c'est quand même se sentir vivant, quoi. Voilà. Et donc, c'est une perte de la conscience. Et quand la conscience individuelle elle est à la ramasse, la conscience collective l'est de fait, inéluctablement. Et ça fait qu'on ne file pas du bon couteau. Et se remettre, en tout cas moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées, que je rencontre, qui se remettent au contact de la nature, du vivant, etc., ça aide, et évidemment, ça nous aide et ça les aide à se remettre au contact d'eux-mêmes aussi. J'ai l'impression que c'est... Oui, mais il y a déjà juste une chose qu'il faut... Parce qu'il y a plein de gens qui vont te parler de la nature, d'aller voir la nature, de protéger la nature, machin. Mais tout ça, ils sont à côté de la plaque. Parce qu'en fait, ce qu'il faut d'abord bien être conscient, c'est qu'on en fait partie de la nature au même titre que les autres animaux.
Parce que le gros problème, d'où viennent toutes les conneries? Le gros problème, c'est qu'il y a des tas d'humains qui s'imaginent être comme des dieux, qui sont au-dessus de la nature, qui vont même prétendre la protéger, et qui vont surtout la contrôler. Et l'exploiter. Et l'exploiter aussi. Mais même s'ils ne veulent pas l'exploiter, dans leur tête, il faut contrôler. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les humains sont souvent très angoissés. Et qu'est-ce que fait quelqu'un qui est très angoissé? Il faut qu'il contrôle tout ce qui l'entoure. Alors d'ailleurs, il y a plein de gens qui me demandent, moi, est-ce que je taille les arbres fruités et tout? Je dis non, non, moi je ne taille pas les arbres fruités, je ne me mêle pas de leur vie privée. Oui, mais moi, le sujet qui me touche le plus et que j'ai le plus à cœur, c'est celui de la reliance. D'être absolument convaincu, mais c'est des ressentis très forts que ce vers quoi nous devons nous focaliser, c'est développer et mettre en œuvre tous les facteurs de reliance, de nous relier aux autres et de nous relier au vivant, au monde du vivant dans son ensemble. Voilà. Et ce qui me paraît extrêmement puissant dans la semence, c'est que quand on regarde par exemple un sujet même qui est toujours d'actualité, et surtout quand on est dans des périodes électorales, cette ignominie totale de l'immigration non contrôlée, nous sommes tous des migrants, tous. Et les migrants, quand ils ont migré, qu'est-ce qu'ils avaient dans leur poche? Des semences. Voilà. Et elles ont semé d'ailleurs, elles ont migré grâce aux hommes. Le blé, il a utilisé les poches de gens qui migraient pour se déplacer, pour mettre peut-être jusqu'à 3 000 ans pour venir de la lointaine Mésopotamie jusqu'à nos campagnes ici. Mais en tout cas, les migrants transportaient des semences. Et d'ailleurs, même si on avait un cadeau à faire aux gens chez qui on arrivait, etc. et tout, c'était d'apporter des semences. Voilà. Et donc, je pense que même là, on a toujours des bonnes occasions de se faire des cadeaux dans notre Occident, que ce soit le 14 février, les anniversaires, la Noël, etc. Pourquoi ne pas penser sous le sapin de Noël offrir à des proches, etc., des semences, voilà, mais il y a de plus en plus de gens qui y pensent. Qui le font, voilà. C'est un signe. C'est un signe. C'est beau, et, voilà. Et je pense qu'offrir des semences à quelqu'un, c'est lui offrir une transmission de la vie, une indépendance, voilà, parce que regardez tout ce qui se passe au niveau de l'énergie, au niveau de toutes ces spéculations et ces crises que l'on voit. Et ça a été sur la moutarde. Planter quelques moutardiers et faire récolter des graines de moutarde, et avec un petit mixeur à 15 ou 20 euros, et mettre un peu d'huile d'olive et un peu de vin blanc ou de vinaigre, etc., et se faire un petit pot de moutarde, c'est pas bien compliqué. Non, je ne comprends pas qu'on ait fait un tel truc sur les moutardes, que toute personne avait de la moutarde. Voilà. Et donc il va y avoir de plus en plus de choses comme ça, uniquement pour servir des intérêts de spéculation. Voilà. Donc bon, on pourra difficilement se faire du café peut-être, mais encore qu'il y a des succès d'année, il y a des choses, voilà. Oh, mais peut-être avec le réchauffement, on pourra faire du café bientôt. On pourra peut-être faire du café. Il n'y a pas longtemps, on avait été chicorée artisanale, c'était vraiment délicieux. C'est vraiment délicieux. Bon, voilà, je crois que... Ouais, et puis après, il y a d'autres choses. Tout ça, d'en faire une fête. Et la reliance, faire la chaîne d'alliance, la chaîne d'union, et voilà, qui va faire un petit peu pousser des tomates ou autres, etc. Mais c'est juste fabuleux, quoi. Ouais, et puis je pense que aussi, le fait de voir, tu vois, ce qu'on a semé, pousser, enfin, tu vois, et puis l'avoir dans ton assiette après. Même notre métabolisme ne réagit pas de la même manière. Oui, c'est prouvé. C'est complètement prouvé. Quand il est en confiance, qu'il a vu pousser l'aliment et qu'on sait d'où il vient, qui l'a fait, pourquoi il est fait comme ça, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que l'on mange. Tout à fait. Régalons-nous. Bon, merci beaucoup à vous deux. Mais merci à toi.